Bonjour à tous et bienvenue pour ce plateau d'Exporter Plus spécialement consacré à la Tunisie. Aujourd'hui en direct du Salon Classe Export où la Tunisie était le pays à l'honneur et où nous avons la chance d'accueillir le ministre de l'Industrie tunisien, Mehdi Joma, qui va nous décrypter dans quelques instants un peu la situation tunisienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, 2 ans après la révolution tunisienne, on est un peu dans une phase de transition dont on ne semble pas exactement pouvoir sortir. Alors monsieur le ministre, on se connaît déjà parce qu'on a déjà vécu quelques aventures, si on peut dire, en tout cas télévisuelles ou d'animation ensemble. Donc je vais me permettre d'être un petit peu direct. Comment va la Tunisie aujourd'hui? Ou est-ce qu'on n'est pas dans cette phase de transition dont on ne sort pas? Mais quand est-ce qu'on va bien pouvoir en sortir? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je voudrais commencer par dire que je suis ravi d'être parmi vous. Je suis là pour mettre l'accent sur les relations entre les deux pays et je suis là aussi pour profiter du dynamisme en fait de cette région qui est en plein essor et qui touche la Tunisie. Aujourd'hui, la région, c'est une des rares régions en fait qui est en pleine croissance dans nos échanges avec la Tunisie. Donc merci encore pour ça. Maintenant, on va passer à un thème qui est partagé par tout le monde en fait. Cette Tunisie, en fait, comment va-t-elle? Elle est en pleine transition. On a connu une révolution qui a provoqué un élan de sympathie et voire même en fait de rapport romantique avec une Tunisie qui a été toujours proche en fait de la France. Et aujourd'hui, personne ne cache certaines préoccupations par ce qui se passe en Tunisie. Je voudrais tout simplement vous rassurer sur ce qui se passe en Tunisie. On est dans un processus de transition, dans un changement qui a tout d'une révolution, sauf la violence qui caractérise toute révolution, mais qui a été consommée avec beaucoup de modération en Tunisie, et c'est la nature de cette région, la nature de l'être tunisien, et on est dans un processus normal de convergence vers quelque chose, en fait, un modèle complètement différent de ce qu'on a connu dans la région, et qui sera fondateur pour l'ensemble de la région et donneur d'espoir. Est-ce que la Constitution va être votée prochainement? Donc comment ça va se passer? Donnez-moi un peu plus de visibilité sur ce timing. La visibilité, bon, pour être concret aujourd'hui, la classe politique ou la majeure partie de la classe politique plus les partenaires sociaux sont en conclave. Et comme vous, on attend la fumée blanche. Donc aujourd'hui, si vous voulez compter ça en jours, vous allez tomber dans l'impatience, mais c'est pas très adéquat par rapport à la nature de l'événement qui se passe en Tunisie. Que ça aboutisse aujourd'hui, dans une semaine ou dans un mois, c'est pas grave. L'essentiel est que ça aboutisse et on est dans un processus de dialogue pacifique et de convergence vers quelque chose qui va émerger, je dirais pas l'année prochaine, je dirais pas demain, mais vraiment dans les semaines ou les mois qui viennent. Et ce qu'on vise, c'est des élections à organiser avant les grandes vacances d'été. Aujourd'hui, c'est un consensus qui s'établit au sein de la classe politique, c'est un apprentissage qui se fait de ce nouveau modèle en fait, mais en même temps, on est à la recherche du modèle, on est en train de le construire et on est dans un processus de construction. Le temps nous est compté, mais il faut se le prendre parfois quand il s'agit d'actes fondamentaux. Vous voulez dire que c'est nous qui sommes trop impatients, quoi, finalement, et que la vision du temps que l'on a par rapport à la révolution tunisienne est une vision faussée? Non, elle n'est pas faussée, mais je pense que cette impatience est née de l'ambition qu'on peut avoir et l'espoir qu'on peut avoir dans la Tunisie. Et c'est plutôt un bon signe, mais il faut savoir aussi contrôler son impatience. Il ne faut pas avoir d'inquiétude pour la Tunisie. Elle a passé pas mal d'épreuves, elle a résisté à ces épreuves-là. Il y a eu des agitations, c'est une grande secousse en fait, qui a secoué l'ensemble du système, mais la Tunisie est encore debout, la machine tourne, et dans une Tunisie qui est perçu comme un pays en crise, nous faisons 3% de croissance. C'est en deçà, ça crée de la frustration, mais c'est quand même une performance pour un pays qui est en pleine mutation. Donc nous sommes en train de réparer l'avion en vol. Alors, on a clairement quand même une parité dinar qui s'affaiblit. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, parce que la parité dinar par rapport à l'euro est quand même quelque chose qui est quand même relativement embêtant pour les entrepreneurs tunisiens. Comment vous voyez les choses? Est-ce que ça va continuer? Comment va la situation économique de la Tunisie? Je pense, pour avoir vécu en fait en Europe, j'ai connu ce questionnement autour du dollar
euros. Oui, ah bah ça, on connaît bien la chose. Et c'était pas un C'était contexte très embêtant pour nous. aussi déstabilisant. Embêtant à certains égards, mais avantageux pour d'autres. Et je pense que pour le dinar, c'est la même chose. Pour celui qui exporte, ça donne un avantage quand même. Et ça peut booster. Mais ça n'empêche, en fait, une érosion rapide du dinar, c'est pas quelque chose d'appréciable, en fait. C'est sous contrôle. Je pense que c'est plus né d'une appréhension que d'une analyse fondamentale de l'économie tunisienne. Parce que le plus déterminant dans la valeur de change de dollar versus euro ou versus dollar, c'est nos disponibilités en devises. Aujourd'hui, on a 100 jours. 100 jours de disponibilité en devises. Tout à fait. Ça varie entre 15 Quels sont les fondamentaux, si on peut reprendre les grands fondamentaux de l'économie tunisienne aujourd'hui, c'est quoi l'endettement de l'économie tunisienne, c'est quoi? Quand on parle de l'endettement, en fait, ça choque tout le monde, mais quand on regarde, on est à 47-48% d'endettement. Donc on a encore de la marge d'endettement, mais le tout, c'est de savoir l'orienter vers l'investissement. Et je ne vous cache pas que pendant ces 2 années de transition, il y a une telle pression sociale, et vous pouvez le comprendre en fait. C'est une révolte, c'est des jeunes qui s'expriment, c'est une pression sur un État qui est un peu secoué aussi par cette révolution et qui en fait qu'il y a eu un effort social assez important. Aujourd'hui, il faut savoir recibler, mais l'endettement n'est pas aussi catastrophique. Je n'ai pas à comparer. Donc vous êtes tout à fait en capacité à 47% de rembourser votre dette. À 47%, même je dirais, demain s'il faut aller à 55% pour investir, nous aurons la capacité. Et je rappelle que la Tunisie a traversé des crises économiques beaucoup plus aiguës, mais on a été toujours un client solvable et dans les temps. Alors vous êtes un ministre de l'industrie un peu original par rapport au ministre qu'on peut connaître, parce qu'en fait vous êtes un industriel. Vous êtes arrivé en politique, alors je ne sais pas si c'est volontaire forcément, mais c'est un peu plutôt par hasard, avec un parcours que vous avez fait chez Hutchinson, non c'est ça? Hutchinson, le groupe Hutchinson, filiale de Total, oui. Et toute votre filiale à l'international, toute votre vie, pardon, à l'international. Alors aujourd'hui, donc vous êtes bien placé pour connaître les fondements de l'industrie et la capacité en fait, des industriels à se développer. Quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire en sorte, alors je ne sais pas s'il y a à redresser d'ailleurs l'industrie tunisienne, mais de dynamiser l'industrie tunisienne? Tout à fait. Oui, on peut dire que je suis un intrus en fait sur la scène politique, mais ça aussi c'est les bienfaits de la révolution. La révolution c'est aussi du renouveau. Et on est en train d'innover aussi, y compris dans la classe dirigeante. Quant à la conclusion en fait de cette expérience, laissez-moi le temps de la finaliser et je vous promets de faire un retour d'expérience et de le partager. Alors votre stratégie, la stratégie de la Tunisie, tout d'abord, en fait, on va continuer sur le même élan. La Tunisie a été toujours une terre ouverte en fait pour l'investisseur local et investisseur étranger. Et la première chose, puisque je suis dans une population en fait d'investisseurs et des gens qui s'intéressent à la Tunisie, c'est quelque chose qu'on va renforcer. On va apporter plus de transparence, on va apporter plus de garanties, mais on va demander plus de responsabilité aussi, parce qu'on veut faire de la croissance en fait dans cette Tunisie, on veut faire de la croissance respectueuse de l'éthique, respectueuse de l'environnement, une croissance durable et équilibrée. Ce que nous allons apporter, c'est un ancrage et un repositionnement de la Tunisie dans la continuité de ce qui a été fait, plutôt vers le contenu, vers une industrie du savoir, parce que nous disposons d'une réserve de ressources qualifiées d'une grande importance et qui peut servir à nos partenaires, plus particulièrement en Europe, d'appoint de compétitivité. Nous apporterons de la valeur ajoutée, mais de la valeur ajoutée compétitive, et tous les choix qu'on fera dans l'avenir, c'est vers des créneaux qui respecteront en fait cette orientation-là. Est-ce qu'on n'est pas un peu une période charnière finalement aujourd'hui pour l'industrie tunisienne, parce que ça a été une industrie de main-d'œuvre jusque dans les années 80, l'industrie tunisienne s'est développée sur des industries de main-d'œuvre low cost, quoi, si on peut dire. Tout à fait. Et en même temps, vous avez, je résume ça pour les gens qui ne connaissent pas forcément la situation tunisienne, vous avez formé des jeunes, le nombre de bac plus 4, je ne sais pas combien il y en a en Tunisie, mais c'est impressionnant. Donc aujourd'hui on a quoi? On a un décalage entre les jeunes et les attentes des jeunes. Est-ce que capable de leur proposer l'industrie? Sur ce plan-là, je vais dans le même sens que vous développez pour les années 70-80. Mais je pense qu'on n'a pas attendu la révolution pour assurer en fait cette transition. Elle est beaucoup moins
brutal en fait que le changement politique. Mais sur le plan économique, la Tunisie, l'économie tunisienne, l'industrie tunisienne a déjà pris cette orientation. Vous avez des entreprises qui s'installent là-bas pour recruter des ingénieurs. Vous savez, par exemple, en fait, dans l'aéronautique, il y a 10 ans, on n'avait pas d'industrie aéronautique. Aujourd'hui, on a 10 000 personnes qui travaillent dans l'aéronautique. C'est quelque chose qui monte en puissance. Vous avez l'automobile. L'automobile, 5% de GDP, enfin de PIB, est fait dans l'automobile. Ça se rapproche du tourisme. Dans l'aéronautique, vous avez la moitié des avions A320 qui volent avec des tronçons de fuselage faits en Tunisie dans une solution intégrée en fait, aussi bien logistique qu'industrielle. Donc on a procédé à ça. Nous disposons effectivement de main-d'œuvre qualifiée. Nous avons un taux d'éducation et un taux de fréquentation des universités et des écoles qui est dans les normes et les moyennes de l'OCDE. Nous disposons sur une population de 10 millions de personnes, de 400 000, 365 000 personnes inscrites à l'université et dans les écoles. Nous sortons 65 000 par an de diplômés et je ne vous parle pas de toute la graduation en fait, de qualification, de la formation professionnelle, et un accent particulier sera mis sur la formation professionnelle parce que en termes de formation fondamentale, nous avons la matière brute qu'il faut. En termes de qualification, nous devons faire un effort et nous comptons beaucoup sur l'expérience de nos partenaires et plus particulièrement votre région et votre pays pour aller de l'avant et aller qualifier ces gens-là et mieux les ancrer vers cette orientation. Alors en préparant ce débat, il y a une chose qui est revenue plusieurs fois, c'est que vous étiez en train d'organiser ni plus ni moins une espèce de transition énergétique en Tunisie. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, c'est très important. Tout d'abord, je commence par faire le constat et chasser une idée reçue. La Tunisie est un pays déficitaire en termes d'énergie fossile, définitivement. Donc tout l'avenir sera fondé et orienté vers les industries les moins énergivores possibles. On ne produit pas de pétrole en Tunisie. On produit du pétrole, mais on importe 60% du brut et 50% du gaz qu'on consomme. Donc aujourd'hui, la transition, on va opérer une transition énergétique qui est fondée ou qui va tourner autour de 4 axes. La maîtrise et l'efficacité énergétique, ça permet des économies assez importantes, mais c'est créateur aussi d'activités, de services, de diagnostics et puis même industriels. Nous allons dans les énergies renouvelables avec une politique et un ensemble d'actions que nous mettons assez rapidement en fait en place dans les mois qui viennent. Nous avons commencé par changer le cadre légal pour permettre un investissement libre dans les énergies renouvelables et plus que ça, nous donnons une incitation tarifaire, c'est-à-dire on va pouvoir contracter avec le transporteur et le distributeur, c'est-à-dire l'EDF local, on va pouvoir contracter sur du long terme avec un tarif qui vous permet d'amortir et de dégager une marge sur votre investissement. L'autre axe, c'est de continuer à explorer aussi dans le conventionnel et puis d'avoir l'audace de franchir le non conventionnel et nous avons l'intention de le faire d'une manière sécurisée, couvrant les risques, recensant les risques, les couvrant, mais d'une manière sûre pour savoir si on dispose de ce potentiel. Ça sera aussi un relais de croissance assez important. Qu'est-ce que vous allez consacrer en termes de montant d'investissement dans la filière énergétique, enfin sur l'énergie renouvelable? Alors sur les énergies renouvelables, si je prends, on a établi une vision à 2030. Ça sera de l'ordre de 17 milliards de dinars. Ce qui n'est pas loin en fait de 8 ou 9 milliards d'euros à l'échelle de la Tunisie, c'est énorme. Et nous allons commencer des pas concrets à partir du 1er janvier 2014, c'est-à-dire dans quasiment un mois et demi. Oui. Nous allons commencer parce que nous avons aujourd'hui une énergie fossile qui est subventionnée. Nous allons recibler et réorienter cette subvention pour encourager ceux qui ont besoin d'encouragement et protéger les couches sociales, aussi bien les plus démunis que la classe moyenne. Et ce qu'on dégagera de cette levée de subventions, une partie sera consacrée à l'investissement créateur de valeur. D'accord, donc une politique extrêmement volontariste. Volontariste et agressif. Qui ne peut faire que l'affaire de M. Saguimort, qui est le président du cluster éco-énergie, qu'on a fait venir. Combien d'adhérents, Marc Saguimort, au cluster éco-énergie? Le cluster regroupe environ 230 adhérents, majoritairement des TPE ou des PME. Oui. Essentiellement dans le bâtiment, puisque le cluster éco-énergie a vocation de travailler sur le bâtiment. Vous travaillez avec Tenerdis, le pôle de compétitivité, c'est ça? Nous travaillons avec les pôles de compétitivité et plus particulièrement Tenerdis
Si vous voulez, dans le cadre de l'affectation des ressources, Tenerdis, moi je dis que c'est le transfert de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, et le cluster a pour vocation de faire le transfert de la recherche appliquée au marché. Donc, alors, ça doit vous faire plaisir, parce que là, ce qu'a dit le ministre, là, pour le coup, c'est pas béni pour vos adhérents, je pense. Alors, comment voyez-vous votre développement ou notre développement des entreprises françaises ou vos adhérents sur des marchés du Maghreb? Alors, sur les marchés du Maghreb et plus particulièrement sur la Tunisie, j'apprends avec beaucoup de joie qu'on arrive à la fin du chemin et que la fumée blanche va bientôt sortir. Donc ça, c'est rassurant parce que l'instabilité politique pour des PME et des TPE est très difficile pour aller investir des nouveaux marchés et se développer sur des nouveaux marchés, même si la COFAS nous garantit. Ensuite, la réorientation sur les énergies renouvelables nous donne des opportunités d'aller nous installer sur ces marchés et d'aller proposer nos services. La difficulté que nous allons avoir, c'est qui va payer le transfert de compétences, parce que nous allons faire le premier ou les 2 premiers chantiers, et puis le troisième, forcément, un acteur local voudra le faire lui-même. Il aura la capacité de le faire. Parce que pour vous, il faut développer les usages, quoi. En fait, le transfert de compétences, c'est quoi? C'est développer les usages. Sur les énergies renouvelables, on est essentiellement sur l'usage, la problématique de l'autoconsommation ou du petit réseau local, des choses que nous savons développer en France et en particulier en région Rhône-Alpes, et sur lesquelles, forcément, il y aura un transfert de compétences vers des pays comme la Tunisie. Monsieur le ministre, vous pensez à quoi? Il est très clair en fait, quand on parle d'opportunités dans les énergies renouvelables, c'est pas seulement arriver avec des installations en fait. Ce que nous cherchons à faire, c'est développer l'ensemble de la filière et intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on a énormément à faire ensemble, et j'étais impressionné hier en visitant Grenoble en fait, par les opportunités qu'on peut créer ensemble, par les opportunités en fait de business qu'on peut avoir en Tunisie et par les opportunités de travail en commun, de co-développement, de co-localisation que l'on peut créer sur le long terme, le court terme et le moyen terme dans ce secteur d'énergie renouvelable et de maîtrise de l'énergie. Parce que nous, notre spécialité, c'est quoi? C'est faire de l'ingénierie finalement. On n'est pas fabricant des éoliennes, c'est les Espagnols ça, non? Oui, mais en Rhône-Alpes, on a des compétences très larges et c'est la richesse de la région Rhône-Alpes. Et la région, via le cluster, nous pousse dans cette voie-là. Dans mes adhérents, bien sûr, j'ai des entreprises d'ingénierie, d'architecture et de bâtiments, mais j'ai aussi le CEA avec l'INES, le LITEN qui sont membres. Donc on couvre tous les spectres de la chaîne et on a un certain nombre de petites entreprises qui sont sur les technos, le dessalement de l'eau, le traitement des serres en termes de solaire, le développement de panneaux solaires, photovoltaïques ou solaires thermiques. Donc on a toute une chaîne très large sur lesquelles on peut accompagner le transfert de compétences vers la Tunisie, sachant qu'à un moment ou un autre, ils vont s'affranchir de nos entreprises en main-d'œuvre, ce qui est logique, parce qu'elles coûtent bien moins cher sur place. La politique cluster, c'est la même, Nourdine Taktak, en France qu'en Tunisie. On retrouve les mêmes clusters. Il y a le même cluster éco-énergie en Tunisie qu'il y a en France. Cette notion de cluster, elle est récente en Tunisie. Elle a commencé d'abord avec la mise en place des pôles de compétitivité et des technopoles. Et dans chaque technopole, il y a eu la constitution de certains clusters. Donc, parmi les réformes pour relancer l'industrie tunisienne, il y a cette notion de cluster que le ministère tient à encourager. D'ailleurs, actuellement, donc ça fait partie des secteurs qui sont ciblés au niveau de la mise en place des clusters. Les énergies renouvelables qui constituent l'une des activités que la Tunisie compte développer dans l'avenir. Alors c'est quoi les principaux clusters qui vont être mis en place? Enfin, c'est quoi donc les axes pour l'industrie, quoi, finalement? C'est les grands axes industriels de la Tunisie. Pour l'industrie, il y a le cluster de l'agroalimentaire qui est déjà opérationnel. Il y a également le cluster de l'automobile qui est mis en place. Il y a le cluster de la mécatronique et puis il y a le cluster textile. C'est les 4 clusters qui ont démarré. Il y a encore à faire quelque chose dans le textile en Tunisie? Actuellement, il y a un cluster textile. Il y a le pôle de textile. Et puis, il y a aussi le centre technique. Oui, mais juste pour apporter une précision. Oui. Pour apporter une précision, il y a énormément à faire en Tunisie. Vous savez, effectivement, l'industrie textile de la couture, en fait, low cost, est en train de diminuer, de baisser. Mais
sur cette fond-là, en fait, de savoir, il y a une autre industrie, une industrie du textile technique, en fait, une industrie de niche, où on a de la qualification et de la proximité qui est en train de prendre la place, mais nous souhaitons et nous continuons, et nous avons lancé, on a un pôle technologique, en fait, un parc technologique pour le textile, parce que